Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Escalan, je suis le directeur de la société Southern Implant. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour le webinaire qui va donc traiter des atrophies sévères du maxillaire et qui sera présenté donc par les docteurs Ludovic Danglo et le docteur Mathieu Chotard. Le docteur Danglo est implantologiste exclusif installé à Boulogne donc depuis plus de 35 ans maintenant. C'est ça. Et donc, qui est un expert dans le traitement des atrophies complexes, et le docteur Mathieu Chotard, qui est aussi un plantologiste exclusif installé à La Ciotat et qui aussi en a fait son cheval de bataille depuis quelques années, après avoir longuement dispensé des formations sur le traitement du Holland-Fort, est arrivé bien sûr aux solutions zygomatiques et autres pour les atrophies complexes dont on va parler un petit peu ce soir. Donc, ce webinaire est sous l'égide de Southern Implant et aussi de l'association de la Surgical Academy qui dispense des formations sur des thèmes spécifiques, des thèmes avancés en implantologie dentaire. Et donc, je vous reparlerai à la fin de cette courte présentation. Juste pour vous présenter Southern Implant pour ceux qui ne connaissent pas. Southern Implant est une société sud-africaine spécialisée dans la fabrication et le développement de dispositifs médicaux, donc chirurgicaux et prothétiques, depuis plus de 37 ans. Cette société a été créée par Monsieur Graham Blackbird, qui est donc l'actuel président et le fondateur de cette société. Donc, avec une philosophie particulière, c'est de s'attacher à répondre à toutes les grandes problématiques qu'on peut rencontrer en chirurgie orale, donc que ce soit le traitement esthétique antérieur, remplacement des molaires après extraction, réhabilitation complète, la reconstruction crânio-faciale, donc ça en fait un peu partie des sujets de ce soir. Bien sûr, les problèmes de périimplantite liés aux états de surface et bien sûr intégrer l'ensemble de ces solutions chirurgicales et prothétiques dans un environnement numérique. Donc, pour tous les matériaux utilisés pour les implants de Southern Implants, c'est du titane de grade 4 ultra haute résistance, voilà, qui nous permet effectivement de pouvoir avoir des dispositifs avec des formes, des géométries particulières, tout en conférant une sécurité, une tenue dans le temps qui aujourd'hui a fait largement ses preuves depuis pratiquement 40 ans. Donc, l'état de surface aussi est inchangé depuis plus de 25 ans, donc qui fait état de nombreuses publications internationales et aussi on a reçu en 2023 par un organisme indépendant qui s'appelle Clean Implant, là, là l'agrément comme quoi l'état de surface Southern était ultra propre. Voilà. Donc, bien sûr, tout ce que vous allez pouvoir voir comme dispositifs utilisés ce soir sont équipés d'une technologie hybride, donc qui s'appelle le MSC, donc qui veut dire Machinette Surface Coronale, c'est-à-dire que les 3 premiers millimètres des implants ne sont pas traités, voilà, pour éviter les irritations et le dépôt de biofilm qui pourrait mettre en péril la restauration à long terme. Euh, Southern Implant fait partie des 4 sociétés qui ont le plus publié dans le monde sur l'efficacité de leur système. Donc, ça, vous pourrez retrouver un certain nombre d'articles sur PubMed si vous aimez effectivement rentrer un petit peu plus dans le détail sur des indications spécifiques avec Southern Implant. Vous trouverez de la littérature abondante sur les différents sujets. Donc, on se définit comme étant le partenaire de vos défis quotidiens, voilà, sur toutes les restrictions anatomiques que vous allez pouvoir rencontrer à la mandibule et au maxillaire, comme on l'a vu avec des dispositifs spécifiques qui vont pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Donc, c'est vrai que souvent, les problématiques de l'atrophie des maxillaires complexes, on le traite surtout, alors, il n'y a pas que ça chez Southern, mais pour ce type d'indication-là, multiples, le système hexagone externe reste voilà, la référence en termes de polyvalence et je pense que nos conférenciers voilà, pourront vous montrer les raisons pour lesquelles euh,
voilà, il est intéressant de pouvoir encore utiliser cette connexion, même qui peut être, euh, qui a pu être décriée par le passé. Aujourd'hui, voilà, toutes les évolutions techniques ont permis de faire une connexion hexagone externe, notamment quand elle est équipée avec des piliers multi-units très résistantes, où là, on n'a pas de pilier qui se dessert, mais pour le coup, qui va donner une versatilité beaucoup plus importante au traitement engagé. Je vais avancer. Donc, effectivement, Southern dans le développement permet effectivement d'avoir des concepts donc, comme le coaxis. Donc, je vous amène juste à avoir cette réflexion pour comprendre en fait les dispositifs qui sont utilisés dans l'atrophie complexe et comprendre aussi la technologie qui a été déployée depuis plus de 20 ans par Southern. Donc là, les implants coaxis, c'est ce qu'on appelle du rattrapage d'axe sous crestal. Donc ça existe en différentes angulations. Bien sûr, l'objectif, toujours pareil, étant de mettre des piliers droits vissés à 35 newtons et forcément éviter d'avoir des fragilités sur le plan prothétique ou des composants qui peuvent se desserrer. Dans cette continuité, on a des implants aussi spécifiques pour quand on veut faire de l'atrophie et surtout de l'immédiateté, avoir des implants de large diamètre pour comme on l'a vu, les restaurations postérieures après extraction, mais qui peuvent s'intégrer forcément dans le traitement d'un édenté complet avec des atrophies ou des extractions multiples. Voilà, donc bien sûr, dans la continuité, et ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit et la raison pour laquelle certains aussi praticiens viennent à utiliser les zygomatiques, c'est qu'effectivement, on a une expérience grandissante sur le All-on-4, mais malheureusement, il y a des cas qui, même avec des implants standards ou avec des piliers angulés, bon, ben, ne passent plus et il va falloir aller chercher d'autres solutions. Donc, il y a déjà le Nasalus qui permet d'aller effectivement s'accrocher dans l'os entourant du nez. Il y a donc ça, c'est intéressant parce que c'est une technologie, comme vous le pouvez le voir. Alors, je mets justement ma flèche, tu vois, Ludovic, pour bien montrer. Voilà, Oui, 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 ça cette va. connexion, voilà, est angulée à Parfait. l'intérieur à 24 degrés, ce qui permet de mettre des piliers multi-units serrés ici à 35 newtons. Donc, c'est intéressant d'avoir cette angulation de 24 degrés par rapport à l'axe longitudinal de l'implant pour aller effectivement chercher du potentiel, du capital osseux natif du patient avec plus de facilité et de flexibilité sur le plan prothétique. Par extension, on a aussi les implants ptérygoïdiens. Donc là, comme vous pouvez le voir, qui ont un rattrapage d'axe à 36 degrés. Donc ça, c'est intéressant quand on veut stabiliser sur certains types de patients, notamment les bruxomanes, avec des appuis postérieurs un petit peu plus solides. Donc ça, je pense que ça sera abordé peut-être ce soir ou lors de la formation qui aura lieu au mois de septembre. Et bien sûr, on va arriver sur les implants zygomatiques, qui est la solution ultime pour l'atrophie complexe du maxillaire, où vous voyez effectivement, il y a une gamme assez étoffée. Ça, nos conférenciers pourront vous en parler. Ils utilisent quand même assez régulièrement toujours le même type de dispositif, mais qui va se permettre en fait de s'adapter aux différents types d'atrophie selon la classification de Zaga faite par le docteur Aparicio. Petit clin d'œil, bien sûr. Voilà, nous fabriquons aussi des implants zygomatiques pour Straumann. Donc, voilà, juste comme on sait que le groupe Straumann est toujours très bien plébiscité, ou du moins, on va dire, on fait confiance à Straumann. Bon, voilà, ben, si Straumann nous fait confiance, ben, je pense que vous pouvez aussi nous faire confiance. C'est peut-être un gage de sécurité supplémentaire au-delà de la notoriété qu'aujourd'hui on peut avoir sur ce type de dispositif et de restauration. Donc pour vous parler en extension du webinaire de ce soir, bien sûr, ce webinaire est fait sous l'égide de la SI Academy, donc, qui est un organisme de formation spécialisé en implantologie dentaire. Donc je vous engage à regarder sur le site web, effectivement, où on va pouvoir proposer différentes sessions en fonction des thématiques, que ce soit le traitement esthétique antérieur, le traitement des dentés complets, l'atrophie sévère du maxillaire ou la réhabilitation postérieure après extraction. Et notamment, donc, les docteurs Chotard et docteur Danglo animeront cette journée du 26 septembre 2025. Voilà, donc, qui est une journée
avec de la théorie et des travaux pratiques, avec des petits groupes qui vont de 8 à 10 personnes maximum pour justement favoriser les échanges et les interactions autour de cette journée dans nos locaux à Pertuis, à côté d'Aix-en-Provence. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver le programme sur le site. Donc je vous laisse en prendre connaissance et n'hésitez pas à vous inscrire si ça peut correspondre à vos objectifs de développement professionnel. Ou sinon, vous pouvez scanner rapidement voilà, ce QR code et atterrir directement sur le lien d'inscription. Voilà. Merci pour votre écoute et je vais laisser la parole au docteur Ludovic Danglo qui va donc nous expliquer un petit peu son expérience sur la gestion des atrophies complexes du maxillaire. J'arrête le partage, c'est à toi Ludo. Donc, attends. Ah oui, j'avais fait ça tout à l'heure. Vous voyez quelque chose? Ah oui, complètement. Très bien. Donc, on peut Oui, y très aller. Vous bien. m'entendez tous? Parfait. Ah, allô, allô. Oui, ouais, je t'entends. Ah, bah ouais, j'entendais plus Ludo. Ah, On va mettre ça. Tu Ah, c'est vois? bon. il était en pleine réflexion. Ah, Et voilà, c'est ça. tu es concentré, Ludo, Tout est visible? Ça, ça peut paraître tout surprenant. s'arrête. Ça va? Vous m'entendez? Je me vois pas, alors je sais pas si je suis à l'écran. Ah, oui, oui, en tout C'est cas, bon, vous m'entendez? Tout va bien? on Ouais, voit tout. ouais, ouais, on t'entend. Y Bon, aller. parfait, parfait. Donc, merci à tous et surtout d'avoir pris un petit peu de votre temps pour pouvoir assister à ce webinaire très intéressant, mais qui va être un petit peu succinct parce que bon, on n'a pas 1 heure devant nous. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre à Pertuis le 26 septembre, pour en savoir un petit peu plus, notamment sur les complications, les protocoles. Donc, on va pas trop s'étendre. Donc, les atrophies sévères du maxillaire, c'est un défi, hein, c'est un défi pour nous implantologistes parce que par définition, elles sont sévères, donc il n'y a plus d'os. Et quand on n'a plus d'os, on n'a plus de support pour faire des reconstructions osseuses qui deviennent à ce moment-là très aléatoires. Et donc, ce défi va consister à trouver les moyens, trouver des volumes osseux forcément à distance de l'os maxillaire, puisqu'il n'y a plus d'os au niveau du maxillaire. Et défi suprême, il va falloir mettre ces implants en charge immédiatement, si possible, dans les 24 heures. Et d'ailleurs, je pense que, enfin pour moi, et je ne sais pas pour toi Mathieu, mais pour moi, le challenge de l'implantologie moderne, ce n'est pas de poser un implant dans l'axe, c'est pas de poser un implant avec des guides, c'est pas de poser un implant avec des reconstructions osseuses, c'est d'extraire les dents, poser l'implant le jour même, et si possible, mettre la dent, mettre la prothèse Ou, ou le full arch ou les dents. dans les 24 heures. Et ça, c'est le véritable challenge qui nous attend maintenant en implantologie, et c'est ce que je réalise tous les jours. Bien, Ouais. Ouais. mais ça ne passe pas, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai ma diapo qui passe pas. Alors, il faudrait que tu essayes. Normalement, il y a un petit bouton en bas. Oui, Voilà. il est où là? Ouais. À noter, Finder. Non, non, t'as pas le petit bouton? Ah, c'est étonnant. Ben, j'ai juste mon écran, mais il n'y a rien qui bouge. Alors, ok. Ça Alors, commence, ça commence bien. d'accord. Ah, ça avait bien marché les autres fois. Ah, attends, c'est en haut, j'ai un bouton en haut. Alors attends, vous êtes en train de partager votre écran. Arrêtez le partage. Plus, zut alors. Ça, c'est en bas. Non, vous entendez le petit bruit? Non. Mais là, t'es pas en... C'est bizarre. On dirait que t'es pas en plein écran. Je suis pas en plein écran. Si, c'est en plein écran, là. J'ai pas... Tu étais en mode présentation, là. Parce qu'on voit tes trucs en bas, ça me paraît Ah, on étrange. voit mes trucs en bas, oui. Ouais. Ouais. Bon, c'est possible. Alors attends. Ah, oui, voilà, tu as le petit bouton là, tu vois, où tu viens d'appuyer là. Ça a marché? Voilà. C'est Ouais. bon? Voilà. Ouais. Tu appuies sur ce petit bouton là. Tu vois, la D'accord, flèche. je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, Ouais, excusez-moi, ça passe pas j'ai le truc. fait Bon. perdre du temps là.
Je vous ai fait perdre du temps, ce truc-là, il m'embête. Je vais aller le mettre de côté, là-haut. Bon, je suis pollué. Enfin bref. Donc, vous avez tous compris que je n'allais pas vous parler d'un plan standard. Là, ici, nous avons un code parodontite terminal. Les dents sont à extraire, il n'y a plus d'os, mais néanmoins, il reste quand même de l'os pour pouvoir poser des implants standards un petit peu dans toutes les zones du maxillaire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons réussi à faire. Nous avons pu, alors je me suis pas trompé de bouton, ça va, nous avons pu poser des implants standards. Alors standard à la Southern Implant, c'est-à-dire que nous avons quand même des implants relativement larges. Ce sont des implants max dans les zones postérieures. Ce sont des implants qui ont une excellente stabilité primaire pour les zones postérieures, des implants invertables pour les zones antérieures. Donc, excellente stabilité primaire, mais ça reste de l'implantologie standard, c'est-à-dire qu'on reste dans l'os maxillaire. Hein, donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'implants qui vont aller chercher des zones osseuses qui sont à distance du maxillaire. Et pour cela, il va falloir utiliser des implants qui vont être plus longs et surtout qui vont avoir des angulations intégrées dans le col implantaire. C'est ce qu'on appelle les implants coaxis. Donc nous avons l'IBR 24 degrés qui est plutôt adapté pour la zone 2 de Bédrosian. On va voir tout de suite après ce que c'est que cette zone 2. L'IBR 36 degrés ptérygoïdien qui est adapté à la zone 3, et donc c'est un implant ptérygoïdien qui va engager l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde. Et on a l'implant Zygene qui est adapté à l'implantologie zygomatique qui va venir transfixer l'implant zygomatique. Alors vous voyez, Manu en a parlé tout à l'heure, que tous ces implants, ils ont des hexagones externes. Donc, il va falloir réhabiliter cet hexagone externe. Avec cet hexagone externe, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et personnellement, c'est quelque chose qui est revenu dans mon cabinet en force. Et je ne pose quasiment plus que de l'hexagone externe. Voilà cette classification de Bédrosian. Donc, trois zones. La zone 1, incisive canine. Zone 2, prémolaire. Et zone 3, molaire. Il va falloir trouver les zones osseuses à proximité de ces zones en cas d'atrophie de ces zones. Alors, pendant ma présentation, je vais vous expliquer quels sont les protocoles et les implants qui sont intéressants d'utiliser et vraiment adaptés à l'atrophie spécifique de ces zones. Et on verra à la fin l'atrophie sévère, c'est-à-dire l'atrophie où nous n'avons plus aucun volume dans aucune de ces zones. Alors tout d'abord, l'atrophie de la zone 3. Dans la zone 3, au niveau des molaires, nous avons très peu de distance le processus ptérygoïde du sphénoïde avec les deux ailes, et nous avons la possibilité de pouvoir engager cette apophyse ptérygoïde avec les implants dits ptérygoïdiens, émergence au niveau de la deuxième molaire, et l'apex vient transfixer l'apophyse ptérygoïde entre les deux ailes de cette apophyse. L'angulation antéro-verticale est d'à peu près 40 à 45 degrés. N'allons pas jusqu'à 55 degrés car nous pourrions nous rapprocher un petit peu trop de la fosse ptérygo-palatine. Je ne sais pas si ma souris la montre bien. Et là, on a beaucoup de confluence vasculaire. Il vaut mieux éviter cette zone et rester à 40-45 degrés. Nous développons tout ça à Pertuis 26. Dans le sens transversal, eh bien, entre 5 et 15 degrés est un bon angle pour se retrouver parfaitement entre entre les deux ailes de l'apophyse ptérygoïde. Alors voilà mon premier cas clinique. Hein, donc c'est un cas clinique que j'ai vu l'année dernière. Ce patient est venu me voir et effectivement il fallait extraire toutes ses dents. Il ne restait plus grand chose avec des kystes notamment sur la 17. Donc j'aurais pu lui proposer, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, une extraction implantation immédiate, mais le patient ne voulait pas trop, il voulait encore réfléchir. Bon, il y avait des infections, placer un implant ptérygoïdien au niveau de la 17 avec cette infection me paraissait un petit peu scabreuse. Du coup, on a fait de la temporisation. C'est très rare qu'on fasse ça, mais on l'a fait. Et donc, on lui a extrait ses dents l'année dernière et il vient me revoir il n'y a pas longtemps.
au bout de 7 à 8 mois en me disant je supporte plus mon complet, je veux des implants, ce que vous m'avez proposé au mois de novembre, je veux le faire. Et nous voilà partis euh, on a décidé de faire un All on Six avec mise en charge immédiate. Voici sa muqueuse, hein. On n'a pas trop perdu de tissu et donc je ne fais rarement des FP1 dans ces cas-là, parce que je pense qu'il faut toujours remettre un petit peu de fausse gencive. Mais là, on s'est dit, banco, on va essayer. On va essayer, et je suis assez content du résultat. Vous voyez, déjà avec l'essayage du guide chirurgical et le guide qui va me servir à prendre la DV et l'empreinte pour la prothèse provisoire, on a une petite idée de ce que ça va être et je pense qu'on pourrait récupérer peut-être des papilles. Retour sur la radio, on a de l'os hein, quand même un petit peu partout, mais ici, au niveau de la... C'est la radio avant les extractions, j'aurais dû vous mettre la radio après. Au niveau de la molaire, on est parti sur un implant ptérygoïdien et un deuxième implant ptérygoïdien ici au niveau de la 27, bien que en cours d'intervention, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que je voulais voir un petit peu la différence avec un implant max. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, pour poser l'implant ptérygoïdien, on va inciser jusqu'à la tubérosité, mais vraiment bien en arrière de la tubérosité. On va venir trouver nos axes. Là, c'est un implant qui a été mis à main levée. Parfois, nous avons des tubérosités qui sont relativement restreintes, une artère palatine descendante qui est pas loin du tout du trajet de l'implant. Et je vous engage vraiment dans ces cas-là à utiliser des guides. Personnellement, j'utilise des guides Kuhn, hein, donc c'est espagnol. Manu pourra vous en parler, qui permettent de pouvoir mettre un implant zygomatique en toute confiance, sans risque vasculaire. Vous voyez le torque d'insertion de l'implant zygomatique, on est là à 70 newtons. Photo en bas à gauche. L'axe du puits de vissage est parfaitement contrôlé avec le guide chirurgical. Le cone beam post-opératoire, il faut à chaque fois faire un cone beam post-opératoire après la pose d'un implant ptérygoïdien. C'est une chirurgie qui est en aveugle. Et donc, il faut vérifier absolument et au besoin, si l'implant est mal positionné, ne pas hésiter à le retirer et à reprogrammer d'autres axes. Ça, c'est très important. Voici donc l'implant en place et nous voyons la partie distale de la dissection qui s'arrête au muscle ptérygoïdien externe qui s'insère sur la partie externe de l'aile externe de l'apophyse ptérygoïde. Au niveau palatin, nous voyons ici parfaitement la partie osseuse de l'apophyse, de l'aile interne de la ptérygoïde. Il faut vraiment disséquer jusqu'à ce niveau-là quand on fait un main levée pour être sûr d'avoir de bons axes. De l'autre côté, donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer un peu avec un implant max parce que j'ai pas beaucoup de hauteur, j'avais que 5. J'ai donc réalisé une ostéotomie pour mettre un max 9 avec une augmentation, une surélévation du plancher sinusien avec un os porcin. Et on voit là on sait que l'os est d'une moins bonne qualité à cet endroit-là. On voit qu'on n'est qu'à 50 newtons au niveau de la clé. On voit pas très bien, mais je peux vous dire, j'étais à 50 newtons, alors de l'autre côté, avec l'implant ptérygoïdien, j'étais à 70. Donc, 50, on est très bien, mais les implants ptérygoïdiens, on voit qu'avec cet ancrage tricortical, on a un torque extrêmement intéressant. Les compacts conicoles mis en place, empreinte et photogrammétrie. Depuis que la photogrammétrie est arrivée en France, j'ai décidé de passer au flou numérique. Je ne voulais pas, j'étais très réticent parce que j'étais un aficionado de l'empreinte au plat, tout le monde me connaît pour ça. Et dorénavant, je n'avais aucune confiance dans la précision des caméras numériques pour le full arch, hein, je dis bien pour le full arch.
Dès que la photogrammétrie est arrivée en France grâce à IPP Pharma, je me suis lancé dedans et je peux vous dire que la passivité est extraordinaire. Je ne reprendrai plus d'empreinte au plâtre. La panneau post-opératoire, donc l'implant ptérygoïdien qui est tout à fait à sa place, et notre implant max du côté de la 27. Cicatrisation le lendemain, 24 heures. 24 heures après l'intervention, voilà comment on est. Bah, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'inflammation, les tissus sont propres. On enlève les capuchons de cicatrisation, voilà les compacts clinicals. Et on va poser notre prothèse. Alors, grâce aux implants coaxis de chez Southern Implants, quand ils sont bien orientés, on a des puits de vissage qui sont parfaitement au centre des tables occlusales des prémolaires molaires et au niveau du cingulum des incisives latérales. On va visser notre bridge. Voilà notre bridge mis en place. Et c'est un cas qui est assez récent, je l'ai fait il y a 15 jours. Je pense que nous allons réobtenir des papilles sur un patient édenté complet, ce qui est très intéressant. Le sourire du patient. Maintenant, on va voir les déficits osseux de la zone 2. Donc, déficits osseux de la zone 2, généralement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on fait un hold-on fort classique, hein, comme nous l'enseignait Paolo Malo. On va tilter les implants vers l'avant, mais parfois le sinus maxillaire est vraiment très procident vers l'avant. Et dans ce cas-là, par exemple, si on tilte les implants et qu'on a une émergence au niveau des canines, on va avoir un cantilever très important au niveau des prémolaires et des molaires. Et donc, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, l'idée, c'est de reculer les implants pour avoir une émergence au niveau des deuxièmes prémolaires. Et là, forcément, si on recule ces implants, on va se retrouver transsinusien. Eh ben, c'est pas grave. Les protocoles d'implant Nasalus ont été faits dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va transfixer la paroi osseuse entre les fosses nasales et le sinus maxillaire avec le maxillaire en traversant le sinus. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez vu ici que notre sinus a une forme un petit peu particulière et que cette forme particulière nous permet d'aborder cet os de manière perpendiculaire. Donc, si vous avez une image comme ceci, vous avez tous les paramètres au vert pour pouvoir faire un implant Nasalus. On engage avec cet implant Nasalus les trois corticales, le plancher du sinus, la paroi antérieure du sinus et le plancher des fosses nasales. Donc, c'est Pietro Ferraris et Giovanni Micoli qui ont beaucoup travaillé sur cet implant Nasalus, hein, et qui ont fait une étude sur 7 ans avec 172 Nasalus. Sur les 172 Nasalus, ils n'en ont perdu que 4. Ils ont un taux de survie de 97,7%, ce qui est tout à fait intéressant. Ça se passe comme ça. Vous voyez que cet os, au niveau de l'apex de l'implant, est relativement fin. Il va falloir viser les fosses nasales, puisqu'il ne faut absolument pas que l'implant ressorte au niveau externe. Il faut venir effracter le plancher des fosses nasales avec les implants comme ceci. Je vous engage à ne jamais faire ceci, c'est-à-dire utiliser un implant standard, droit, comme on trouve dans toutes les marques implantaires. Donc un implant qui n'est pas à rectification d'axe, qui n'est pas un implant coaxis, parce que si vous mettez un implant standard au niveau du sinus à 24 degrés, vous allez avoir la partie postérieure de l'implant qui va se retrouver 1,8 mm en dessous de la crête. Et il faut savoir que après la cicatrisation, le niveau osseux se stabilise à un minimum de 2,7 mm apicalement de la connexion implant-abutment. Ça veut dire que 2,7 plus 1,8, ça fait 4,5. Donc, vous êtes sûr d'avoir une communication bucco-sinusienne si vous utilisez ces implants standards. Donc, la règle pour faire du Nasalus, c'est d'utiliser impérativement un implant coaxis 24. Cas clinique numéro 2, où là, on va voir un petit peu la pose de l'implant Nasalus. C'est une patiente qui vient me voir, son bridge a été harcelé je ne sais pas combien de fois. En dessous, les dents sont cariées, tout bouge.
on va décider de lui faire un All-on 6 avec mise en charge immédiate. On a une perte de DV, donc on va augmenter la DV. Voici la radio, on a ici 2 implants qui vont nous gêner dans notre construction. On a une forme de sinus qui est tout à fait intéressante pour pouvoir faire un implant nasalus et pouvoir le reculer au maximum quasiment au niveau de cet implant-ci. Implant sur la 26. Donc, on va partir sur un implant nasalus. Ailleurs, nous avons assez d'os pour pouvoir réaliser des implants standards. Extraction, enfin, élimination du bridge. On va extraire les dents. On va faire une fenêtre, comme dans le protocole de Holland-Ford, écrit par Paulo Malo. C'est pareil, sauf que nous, on est très respectueux des tissus. Et donc, on va préserver la membrane de Schneider, on va la décoller, on va faire un sinus lift antérieur. Vous voyez ici la sonde que j'utilise systématiquement pour pouvoir sonder mon os. Le trajet de l'implant passe dans le sinus et on va venir impacter cette cloison entre les fosses nasales et le sinus maxillaire avec le forêt pilote. Mise en place d'un parallèle-pin angulaire à 24 degrés, on est bon. Mise en place de l'implant nasalus, orientation du puits de vissage pour que la vis puisse être au centre de la molaire prothétique. Et ben voilà pourquoi on essaye de préserver la membrane, parce qu'on va combler la partie antérieure du sinus. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais on a un problème sur cet implant, on sera content d'avoir de l'os pour remettre un implant angulé, qui ne sera peut-être pas forcément un nasalus, mais qui sera peut-être d'un diamètre supérieur. Mise en place de PRF, empreinte avec le guide chirurgical et photogrammétrie avec le Micron Maper. Cicatrisation à 24 heures. Le lendemain, plutôt pas mal. Cicatrisation après avoir enlevé les capuchons. On voit les compacts conicoles en place. Donc, j'insiste bien, ce ne sont pas les hexagones externes des implants, ce sont des multi-unit abutments. Et mise en place du bridge, je vous promets, cette image a été faite 24 heures après la pose des implants. Je trouve personnellement que les tissus sont de très très bonne qualité. Notre implant nasalus se trouve ici, par ici. L'occlusion, on a remonté la DV, donc tout va bien. Voici la panneau post-opératoire. L'implant nasalus, qui est dans un environnement osseux maintenant, avec un comblement de la partie antérieure du sinus. Des implants Inverta devant, c'est pour avoir une meilleure stabilité, pour être sûr de pouvoir avoir toutes les chances de notre côté pour que la mise en charge immédiate se passe bien. Là, le sourire de la patiente le lendemain de l'intervention. Alors, le problème de cet implant nasalus, c'est que seulement 20% des patients rentrent dans les critères. Les critères, on les verra à Pertuis. Venez tous à Pertuis nous rejoindre et on pourra développer tout ça. Quand on ne peut pas faire d'implant nasalus dans la zone 2, eh bien, il va falloir se diriger vers quoi? Vers les implants zygomatiques. C'est pareil. La zone 1, généralement, c'est la zone où le volume osseux reste conséquent. Généralement, on perd l'os de la zone 3, de la zone 2. Et si on commence à ne plus avoir d'os dans la zone 1, eh bien là, il va falloir qu'on se dirige vers de l'implantologie transzygomatique et éventuellement vers un quadzygo, hein, comme ceci. Donc, il va falloir engager l'os zygomatique, le zygoma. Ce qui m'amène à vous parler maintenant des atrophies sévères que Mathieu, tout à l'heure, en a développé, je pense, bien plus que moi. Je vais passer assez vite pour laisser la parole à Mathieu. Voilà où se trouve notre zygoma, hein. Donc, la partie antérieure du zygoma, c'est l'angle externe de l'œil, et il se prolonge en arrière vers l'oreille par l'apophyse zygomatique. Nous allons devoir mettre l'apex de notre implant dans cette zone. Voici les 2 zygomas. Le zygoma, il rentre dans la conception de la partie inférieure et la partie externe de la cavité orbitaire en s'articulant avec l'aile, la grande aile du sphénoïde. Il s'articule avec l'os frontal, il s'articule avec l'os temporal par l'intermédiaire de l'arcade zygomatique et avec l'os maxillaire par le processus
frontale du maxillaire. Bon, c'est un os qui mesure à peu près 20 millimètres il est à peu près carré, rectangulaire, enfin presque. Il peut être un petit peu plus petit chez certaines personnes, bien sûr. Parfois, on ne peut pas mettre deux implants dans cet os. Il mesure à peu près 20 à 22 millimètres de large sur 20 à 22 millimètres de haut. Voilà comment ça se passe. On va venir faire une émergence au niveau maxillaire, passer ou en extrasinusien ou en intrasinusien, ou les deux, ça dépend des classifications Zaga, de l'anatomie du patient, et venir transfixer le zygoma. Nous avons plusieurs types d'implants chez Southern Implant, mais le dernier né, le Zygin, nous simplifie beaucoup la tâche, puisque c'est un implant très, très intéressant à utiliser et très facile à utiliser. Même si le protocole d'implant zygomatique est assez stressant au début, puisque nous ne sommes pas dans une zone de confort. Ce qui m'amène à mon dernier cas, donc atrophie extrême des maxillaires, édentation depuis très longtemps. Au niveau de la panneau, on voit qu'il y a très très peu d'os, très très peu d'os, et donc il va falloir utiliser ces implants zygomatiques. Le zygoma, le volume du zygoma nous permet de mettre deux implants, donc de réaliser un quad zygo. C'est parti pour la réalisation du quad zygo. Incision décalée en palatin pour pouvoir récliner la gencive kératinisée en vestibulaire pour protéger nos implants, tracer au crayon sur l'os des ostéotomies. On va éroder la paroi externe du sinus comme si on faisait un sinus lift, mais dans le sens de l'ostéotomie, de manière à pouvoir décoller la membrane. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très respectueux des tissus. On va décoller la membrane pour pouvoir ensuite greffer au-dessus des implants. Donc ça prend un petit peu de temps par rapport à l'implantologie zygomatique classique où beaucoup de mes confrères perforent, transpercent euh, la membrane du sinus. Euh, sur la photo en bas à gauche, on est au stade où, j'ai perdu ma souris, avec les forêts, on vient entrer dans le zygoma et venir le transfixer. Mise en place des implants zygomatiques, angulation du puits de vissage, c'est un implant qui est angulé à 55 degrés, donc on va venir anguler le puits de vissage pour avoir une bonne émergence dans notre guide chirurgical, sur le cingulum de la 22 et en plein centre de la table occlusale de la 25 à ce niveau. Vous voyez qu'ici, nous sommes en Zaga 3. On ne va pas s'étendre là-dessus. On verra ça plus tard. Et l'implant postérieur est en Zaga 2. Zaga 2. Comblement avec un sticky bone. J'utilise de l'os porcin. PRF. Suture. Et là, nous sommes 24 heures après la cicatrisation. Et plutôt pas mal. On va donc livrer la prothèse. On ne va pas réaliser chez ces personnes qui ont des atrophies extrêmes de FP1. On va utiliser, donc, on va faire un FP3 avec fausse gencive parce qu'il faut absolument reconstruire toute cette gencive perdue. On est dans un cadre d'atrophie vraiment extrême quand on utilise des implants zygomatiques. Voilà la panoramique de contrôle post-opératoire. Le cone-beam post-opératoire, on voit ici notre zygoma transfixé par l'implant postérieur. Il s'agit de l'implant postérieur. L'implant antérieur, on le distingue, il est ici. Et ma reconstruction de manière à mettre les tissus mous à distance de ces implants zygomatiques pour éviter les déhiscences. C'est le gros problème des implants zygomatiques, ce sont les déhiscences. Voilà, alors j'en ai maintenant presque terminé. Les atrophies sévères des maxillaires, c'est important de savoir qu'on peut les traiter. Même si on ne les traite pas, il faut savoir qu'on peut les traiter. Pourquoi? Parce que les patients qui viennent nous voir sont des patients en errance. Ils ont été dans plein de cabinets où on leur a dit, eh ben non, je ne peux plus rien faire pour vous. Et comme c'est insupportable pour eux, ils n'ont plus de vie sociale, ils n'ont plus rien.
Eh ben, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et puis, s'ils ont un peu de chance, ben, ils arrivent chez Mathieu, ils arrivent chez moi. Et puis, ben, quand on leur dit que non seulement on peut faire quelque chose pour eux, mais qu'en plus, ils vont avoir leur prothèse en 24 heures, eh bien, je peux vous dire qu'il s'en passe des choses au bureau. Il y a des gens que j'ai vus pleurer. Donc, si vous voulez redonner le sourire à vos patients et leur redonner une vie sociale, intéressez-vous à tout ça. Et même si vous ne la pratiquez pas, proposez-la à vos patients. J'en ai fini, j'en ai fini. Superbe. Merci Ludo pour ta belle introduction là, sur l'atrophie complexe. Et puis maintenant, on va enchaîner avec Mathieu aussi, qui a son style et aussi pas mal dans le rescue. Donc c'est intéressant parce que après bientôt, on va dire 60 ans d'implantologie, il y a des choses malheureusement qui ont tenu, hein, et qu'on sait que malheureusement, c'est pas toujours à vie selon la durée du traitement, et c'est bien aussi d'avoir des solutions pour accompagner la durabilité des traitements qui ont pu être engagés par le passé, et que leur donner un petit peu de consistance dans le temps. Voilà. Donc, Mathieu, c'est à toi, Ouais. si tu es Juste prêt. un truc. Alors, attends, bouge pas. Bim, bam, boum. On partage. Oui. Si, si, si. Est-ce que vous voyez l'écran? Je Non, vois tu pas. vois toujours toi. Ah, on me voit moi. Donc, ça sert à rien. Aucun intérêt. Alors, c'est parfait. Excusez-moi, hein, mais là, je galère un peu. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Hop là. Alors, c'est bon? Toujours pas? On voit pas ta Non, présentation. Vous voyez pas? Un petit non. bouton partagé en vert en bas Faut dans la faire barre. partager, ouais, en bas. Ouais, ouais, mais c'est ce que je fais. Ah, voilà, ça y est. Ok. Autant pour moi, ça marchait pas. Là, ça marche. C'est bien. Oui, Là, ça marche. Allez, banco. C'est tout bon? super. Allez, super. Donc, merci Ludo. Voilà, il nous a vraiment euh, présenté toutes ces réhabilitations qu'on peut avoir avec les différentes gammes implantaires de Softern. C'est pas tant pour faire de la pub, mais je pense que Ludo est chez Softern depuis bien plus longtemps que moi, mais enfin depuis plus longtemps que moi, mais je trouve, je pense qu'on s'amuse avec cette gamme implantaire. Enfin, on s'amuse. Attention, on s'amuse à réhabiliter nos patients de façon précise et, et, euh, et sérieuse. Mais quand je dis on s'amuse, c'est que ça nous donne plein de solutions pour ces atrophies qui sont dites voilà avancées ou voire même sévères. Et c'est vrai que les nasalus ou les ptérygoïdiens qu'utilise Ludo, bah, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il a raison de finir sur le fait qu'on ait des patients qui sont en errance des fois, qui ne trouvent pas de solution. Et je trouve que même si c'est des choses qu'on ne fait pas, bah, il faut savoir que ça existe et peut-être adresser. C'est dur des fois d'adresser, mais ça permet à ces gens-là bah, de trouver des solutions bah, pour aller acheter leur baguette, pouvoir sourire à leur famille, à leurs petits-enfants, à bouffer avec eux. Et ça a pas de prix. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ces solutions implantaires. Moi, je voulais partir sur un truc où c'était vraiment, je vais vraiment vous parler uniquement d'implants zygomatiques et ces implants zygomatiques vraiment au secours des implants conventionnels. C'est vrai que de plus en plus dans son cabinet, ben, on a des patients qui arrivent, qui sont déjà implantés, qui ont des implants conventionnels, que ce soit en réhabilitation complète ou pas d'ailleurs, et qui arrivent avec, ben, après, des épisodes de périimplantite non pris en charge, ou nos patients aussi, hein, c'est toujours pareil, on leur dit de venir tous les ans,
vous êtes certainement comme moi. Heureusement qu'ils ne reviennent pas tous les ans, mais souvent ils reviennent au bout de 3 4 ans et puis on peut avoir des petites problématiques qui sont plus dures à prendre en charge. Et c'est vrai que ces périimplantites extrêmement avancées, sur des réhabilitations implantaires complètes, ben, des fois, ça donne lieu du coup, à des atrophies extrêmement avancées et sévères du maxillaire. Et du coup, les solutions zygomatiques peuvent être intéressantes pour pallier à ça. On va pas forcément revenir un petit peu sur la biblio et l'historique de la bibliographie sur les implants zygomatiques. Je pense que maintenant, ça a de nouveau, entre guillemets, bonne presse. Ça a eu mauvaise presse quand même pendant des dizaines d'années. À savoir que les implants zygomatiques ont été inventés et surtout utilisés en premier par le professeur Bradmark. Et après, c'est que en 2000, sur l'expérience de ciné, c'est Stevenson qui a utilisé ces implants que Bradmark utilisait pour réhabiliter des édentés complets. Bradmark les utilisait pour faire des avancées de maxillaire, je crois. Enfin bon, voilà, c'était pas du tout sur des réhabilitations de l'édenté complet. Ce que Stevenson a commencé à faire. Et puis après, vous voyez que maintenant, on a vraiment de la biblio qui sort toutes les semaines, tous les jours sur les zygos, avec maintenant des utilisations de guides chirurgicaux pour la pose de zigot, etc. Donc on a vraiment et aussi la navigation, l'aide dynamique pour poser ces implants zygomatiques. Vous avez vu la classification dont tu as utilisé Ludo tout à l'heure, c'est Edmond Bedrosian qui l'a mis en place. Moi, je la trouve vraiment très intéressante cette classification. Ah, vous me donnez 2 secondes, je vais juste brancher mon ordinateur, sinon je ne vais plus vous avoir dans 3 secondes. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Oui, donc Bedrosian a fait cette classification qui est extrêmement intéressante en divisant le maxillaire en 3 zones et en fonction de l'os que l'on a dans ces zones-là, ben, on peut aller sur telle ou telle solution implantaire. Et ça, voilà, Ludo l'a bien décrit tout à l'heure. Et Edmond Bedrosian, lui, a sorti cette revue de littérature en 2017, juste pour, voilà, avec une conclusion qui dit que oui, les implants zygomatiques sont une alternative viable à la réhabilitation de l'atrophie du maxillaire sévère. Moi, je vais plutôt voilà, tourner sur le côté rescue implant. Et pareil, c'est Edmond Bedrosian qui, le premier, en 2011, a commencé à parler de cet implant zygomatique à type de rescue implant. Lors de perte d'implant sur des Holland-4, par exemple, si on perdait l'implant distal incliné, ben après, on est des fois un petit peu embêté si on a perdu un peu d'os autour de cet implant pour pouvoir faire enfin, continuer cette réhabilitation implantaire et prothétique. Utiliser un implant zygomatique permet d'avoir une mise en charge immédiate. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette solution implantaire. Les indications, on y reviendra évidemment beaucoup plus en détail sur le 26 septembre. Il y a pas mal d'indications aux zygomatiques. Évidemment, l'intérêt, c'est de éviter les greffes osseuses et faire des mises en charge immédiates. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand même pour les patients. Quoi qu'on en dise, bien sûr, après, c'est un échange que vous allez avoir avec vos patients. On ne va pas mettre du zigot à toutes les sauces, on ne va pas mettre des nasalus à toutes les sauces. On sait faire des sinus, on sait faire des greffes, on sait mettre 10 implants droits dans un maxillaire, mais il y a des patients, par rapport à leur âge, par rapport au pognon aussi, par rapport à plein de choses, vont peut-être des fois préférer des solutions qui peuvent être un petit peu plus rapides et sans greffe osseuse, etc. et diminuer aussi les coûts. Donc, les implants zygomatiques peuvent être extrêmement intéressants pour ça. Euh, on passe juste voilà cette étape décisionnelle que je trouvais assez intéressant. Pareil, c'est des choses qu'on développera un petit peu plus le 26, mais vous voyez que vraiment sur les indications des zygomatiques, ben, c'est le Rescue Alternative for Previously Failed Conventional Implant or Graft. C'est-à-dire que voilà, vous perdez des implants, on peut utiliser des zygomas, mais aussi on fait des greffes osseuses
des atrophies du maxillaire avancées. Greffer tout un maxillaire, c'est pas rien. On a des taux de succès qui sont bien moins importants d'ailleurs que les taux de succès des zygomatiques. Et des fois, on a voilà, des échecs sévères. Et des fois, on revient même un peu plus bas que quand le patient a poussé la porte de votre cabinet. Donc, quand on a des échecs de ces greffes osseuses complètes, bah, des fois, alors déjà, faire retourner votre patient à refaire une greffe, bon courage. Ça peut être intéressant d'avoir cette solution de zygoma pour pallier à ça. Alors, on va vite partir sur quelques cas cliniques. Vous verrez du plus simple pour un peu plus rigolo et compliqué. Voilà, ce type de patients qui arrivent au cabinet sont des patients qui ont l'habitude d'avoir une prothèse implanto-portée, hein, fixée depuis plusieurs années. Vous voyez, là, autant la mandibule qu'au maxillaire. Au maxillaire, secteur 1, bah, ça commence à partir un peu en sucette. Et on a nos deux implants distaux qui ont une périimplantite extrêmement avancée. Secteur 2, on a nettoyé, mais on va garder les implants. Mais c'est pareil dans le discours que l'on va avoir avec nos patients, bah, c'est de dire, OK, on dépose ces implants, on va greffer. En attendant, vous allez avoir un demi-bridge. Patients qui ont ça depuis 10-15 ans, les faire revenir à de l'amovible, même pendant quelques mois, je peux vous assurer que c'est des fois un peu compliqué. Donc là, on est parti sur plutôt l'utilisation d'implants zygomatiques. Voilà cette patiente, vous voyez ce bridge implanto-porté qu'elle avait haut et bas d'ailleurs, hein, depuis plusieurs années. Voilà, en photo intrabuccale, on a perdu pas mal. On a déposé évidemment ces implants et tout de suite, on a posé un implant zygomatique secteur 1, donc pour réhabiliter, avoir un support implantaire au niveau, grosso modo, de la 15. Et on a mis un implant conventionnel en 12, hein, tout simplement. Donc, deux piliers évidemment multi-uniques dessus. Et on va pouvoir partir sur du transvissage simple, sobre et efficace. Vous allez voir sur d'autres cas, je suis tout à fait d'accord avec Ludo sur ce qu'il disait. On essaye de respecter au maximum la membrane de Schneider. Et je pense que d'ailleurs, les post-opératoires sont plus cool pour les patients. Si en plus on peut un peu greffer, bah, c'est peut-être pas mal. Et on le fera évidemment plus simplement si on a gardé notre membrane sinusienne intacte. Vous voyez, donc en antérieur, en 12, on a mis un implant conventionnel et en postérieur, un implant zygomatique. Voilà la patiente, du coup, mise en charge immédiate. Dans l'après-midi, on a refait un bridge PMMA usiné, en cédant des implants qui étaient déjà là en secteur 2 et secteur 1, nos implants Zygo et en 12. Voilà la patiente sur les scanners en post-op. Enfin, on contrôle. Un autre cas, pareil, une patiente qui arrive avec une prothèse implantoportée, elle perd des implants secteur 2. Donc les implants ont été perdus, ils ont été déposés, et donc il nous reste que deux implants axiaux qui sortent aller en 23. Donc vous voyez qu'ils ont essayé de faire des cantilevers en mettant des inserts voilà, de métal, etc. Évidemment, ça casse à tout bout de champ. Donc il fallait trouver une solution pour aller avoir un appui distal. Donc ben là, vraiment, tout simplement, on est allé mettre un zygomatique. Vous voyez que voilà, on fait nos ouvertures sinusiennes externes. On va récliner un petit peu cette membrane et on va commencer à faire nos forages avec ces slots là qui descendent jusqu'à la crête maxillaire pour avoir une positionnement hein, de notre zygomatique, du moins du pilier droit qu'on va visser sur la tête du zygo, qui soit dans le couloir prothétique. C'est vrai que on n'a plus ces zygos qui sortent au milieu du palais et qui gênent énormément les patients. Vous voyez qu'on a des sorties, vous allez voir par la suite, on a des sorties de zygots qui, une fois que le pilier conique est mis en place, sont tout à fait ça devient la prothèse conventionnelle, je dirais. Voilà la pose du zigot ici. Donc vous voyez, simplement, c'est une chirurgie qui a été faite sous anesthésie locale, hein, les deux chirurgies que vous venez de voir. Des temps de chirurgie qui sont très courts et qui permettent de rééquiper les patients immédiatement. Donc, vous voyez, bon là, c'était secteur 1, secteur 2, quasiment même indication, même procédé. Euh, Ici, un patient, ben, pareil, mais là, un petit peu moins de chance. Réhabilitation implantoprothétique
implantographique, pardon, faite depuis plusieurs années, mais là, par contre, elle perd tous les implants. Donc là, on a une prothèse qui bouge entièrement et tous les implants bougent. Donc là, on a décidé de mettre des implants conventionnels secteur 1 et un implant zygomatique secteur 2, parce que euh, je reviens juste en arrière, même si on a une perte osseuse autour de nos implants, on a quand même un peu de l'os, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un implant conventionnel au niveau de la 11, un implant au niveau de ce couloir osseux là en antérieur du sinus secteur 1. De l'autre côté, un implant conventionnel droit au niveau de la 21-22 et un implant zygomatique en distal. Voilà, comme ça, on va pouvoir tout de suite pallier, enfin, et pouvoir proposer une mise en charge immédiate à cette patiente. Voilà, elle dépose de la prothèse. Ces prothèses aussi, ça vous voyez ce côté très concave de l'intrado de la prothèse, vraiment à proscrire. On en parlera peut-être le 26 septembre. Ça, c'est évidemment des écueils qui font qu'au bout de quelques années, on perd nos implants. Donc, dépose des implants. Bon, c'est facile, hein, ça vient vite. Ça n'a pas été le plomb de la chirurgie. C'est un cas qui est assez ancien. Voilà, bon, vous allez voir un plan conventionnel. Secteur 1, pareil, on fait notre abord maxillo-zygomatique. On récline la membrane sinusienne et on va aller procéder au forage jusqu'à sortir au niveau de notre zygomatique. On prend la longueur pour pouvoir choisir notre implant et on va venir positionner, donc là en l'occurrence c'est un implant de 47,5, positionner notre implant, en l'occurrence je crois que c'est un implant, à l'époque je crois que c'est un implant Nobel là pour le coup. Hop, l'implant est positionné, on met un pilier conique, les autres implants conventionnels, on va faire, à l'époque on était encore en empreinte au plâtre, hein, mais ça marchait extrêmement bien, je suis tout à fait d'accord avec Ludo, c'est que ça reste quand même tip top, donc en plein trop plâtre, et puis on a fait notre mise en charge immédiate, rien d'extraordinaire. Et voilà, la patiente est équipée. C'est une patiente qu'on a fait, je pense, il y a 4-5 ans maintenant, et qui a toujours ses implants en place, ses implants zygomatiques. Voilà. Un autre cas, pour vous montrer, donc on monte tout petit peu dans un peu dans la chirurgie, le côté un peu peut-être un peu plus technique entre guillemets de ce cas-là. La patiente perd les implants 25-24, une grosse perte osseuse aussi au niveau, vous le voyez en coupe, je vous l'ai mis en bas à droite, l'implant 21. Donc, par contre, secteur 1, on n'a quasiment pas de perte osseuse, donc on garde tous les implants secteur 1. On va déposer les implants 24-25 ont été déposés par le correspondant déjà à domicile. Et moi, j'ai déposé l'implant en 21 et extraction de la molaire. Juste aussi, vous regardez en bas à gauche, Ludo vous en parlait tout à l'heure, mais on va en reparler aussi le 26. On ne peut pas mettre des zygos dans tous les zygomatiques. On ne peut pas mettre d'implant zygomatique dans tous les zygomatiques. Clairement, il faut que le zygo ait quand même une certaine épaisseur, une certaine largeur pour pouvoir recevoir nos implants zygomatiques. Et des fois, ben voilà, quand on a des zygos, et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, donc je vais partir sur un implant sous périosté d'ailleurs, une patiente qui a des zygos qui doit faire 2, je crois 2,7 ou 2,8 de large, donc je passe pas avec des zygos, c'est pas gérable, c'est pas possible. Donc voilà, là on a un très beau zigot. Donc cette patiente, hop, le correspondant avait fait, vous avez vu un bridge entre l'implant antérieur et la 27. On dépose cet implant et on enlève la dent numéro 27. On va commencer à faire notre incision de décollement mucopériosté. C'est vrai que ce sont des zones au départ qui ne sont pas forcément faciles à aller décoller parce que c'est pas notre cœur de cible. On n'a pas forcément appris ça à la fac. Mais voilà, ça s'apprend extrêmement facilement. C'est des décollements qui sont relativement simples et qui vont vite une fois que vous les avez fait quelques fois. On commence à faire des... Oui, bon, on peut s'amuser aussi. On commence donc à faire nos entrées sinusiennes. On décolle notre membrane, hein, on essaye vraiment de la préserver. Et là, ensuite, voilà, ici, on a mis donc un implant conventionnel antérieur. C'est un coaxis 12. Deux implants zygomatiques en grosso modo 23-25. Deux piliers coniques droit dessus. Et donc là, voilà, hein,
nos body scans. On reprend donc, moi j'utilise au cabinet la caméra itéro au Lumina. J'en suis vraiment extrêmement content en tout cas pour sa précision. Désolé pour les photos, j'étais en surexposition, j'en suis aperçu après la chirurgie, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez que la patiente est repartie équipée. On a un implant 23 que voilà, j'aurais peut-être pu le décaler un petit peu la sortie, mais c'est jamais simple. Entre le soutien osseux qu'il faut avoir sous la tête du zygomatique et le positionnement du zygomatique, ben voilà, c'est tout un petit équilibre qu'il faut avoir. C'est pas forcément facile, mais vous verrez, on en reparlera le 26. Mais vraiment, ce soutien osseux qu'il faut essayer de garder au maximum, un cristal pour garder au maximum sous le col de notre zygomatique, c'est primordial, je pense, pour la pérennité des implants. Ludo, je pense qu'il nous en parlera aussi le 26, mais je pense que c'est vraiment extrêmement important. Voilà les deux implants zygomatiques. Donc, vous voyez que c'est un demi-quad zygo. C'est un demi-quad zygo. Donc, c'est une chirurgie. Je crois qu'on l'a faite sous anesthésie générale. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire, mais ça a été contrôlé. Ça, c'est un scan qui est très récent, qui a 1 ou 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Et le dernier cas que je voulais vous montrer, donc là, c'est vraiment, j'ai été content d'avoir ces implants Zygo dans ma trousse de praticien. Une patiente qui s'est présentée au cabinet avec une prothèse totale, dessous il y avait des petites racines. On est parti sur un protocole de Holland-Ford très classique. Vous allez voir qu'il y a une résorption qui est relativement avancée, mais bon, j'ai un peu l'habitude effectivement de mettre même sur des résorptions un peu avancées, de mettre ces implants en position très palatine et même sur des résorptions un peu avancées comme ça, de partir sur des Holland-Ford. C'est un cas qui est un petit peu ancien maintenant. Peut-être que maintenant j'utiliserai au moins 2 ptérygoïdiens, voire peut-être aussi des zygomatiques plus rapidement. Bref, on refait pas le match. Nos implants, donc on les met, vous avez vu, en position très palatine. On met nos 4 implants. Je passe vite, hein, c'est vraiment le protocole du Holland-Ford simple et classique. C'est pas le but du webinaire là. On met une pile iconique. À l'époque, je faisais des mises en charge de définitifs à 2 jours. Très bonne idée, Chotard. Vous allez voir pourquoi. Très très bonne idée. Donc empreinte au plâtre, bim bam boum. On reprend l'occlusion à 24 heures. Et voilà, donc c'est une barre coulée-collée avec montage composite que notre prothésiste nous envoie. On visse ça sur les piliers coniques. Donc ça, c'est à 3 jours post-opératoire. Donc une prothèse définitive est mise en place. Chouette, tout va bien. Les cantilevers sont un peu importants, mais finalement, par rapport à la distance AP, restent dans le protocole et en tout cas dans la définition possible des cantilevers qui sont 1,5 fois la distance entre l'implant antérieur et l'implant postérieur. Donc on est bon. J'avais mis un tissu level, vous avez vu, pour mettre une molaire, secteur 4, pour essayer de récupérer un petit peu d'occlusion. Tout va bien, on fait des jolies photos, on est content, la patiente elle part et disparaît pendant quelques semaines, pardon, quelques mois. Elle n'est pas venue au contrôle, etc. Et la patiente arrive comme ceci, c'est-à-dire qu'on a tout perdu. Donc la patiente m'appelle au bout de 3 mois, donc évidemment beaucoup de relances de notre part, que ce soit mes assistantes ou moi-même qui l'ai appelée personnellement. Elle n'a jamais décroché. Et au bout de 3 mois, elle m'appelle, elle me dit, docteur, tout bouge. Je dis, mais vous étiez passé où? Elle me dit, je vais vous raconter, c'est le bordel, mais tout bouge. Je dis, bien, venez, je vous mets un coup de serrage et on boit un café, on en parle. Le coup de serrage s'est pas vraiment transformé en coup de serrage, c'était plutôt un coup de transpiration. Et en fait, la patiente voilà, a disparu parce que son mari a failli se suicider, a essayé de se suicider devant ses propres yeux. Et la pauvre, évidemment, voilà, grosse crise. Gros stress, catastrophique, elle a été hospitalisée, enfin bon voilà, gros choc. Je pense aussi que ce choc-là, ça on pourra en parler quand on se verra le 26, ça a entraîné à mon avis une perte osseuse assez importante. Bref, je mets absolument pas la faute sur la patiente, en tout cas elle est arrivée comme ça, donc c'est comme ça. Donc là on dépose tout, la patiente très contrariée, on curette tout. Vous voyez, bon voilà. Maintenant là, on n'a plus rien de chez plus rien. Donc quand vous voyez le scan là, vous êtes content du voyage.
J'ai tout déposé. Ouais, il y a des fois où on a du mal à prendre des photos. Là, pour le coup, j'ai pas pris de photos. On est reparti sur un complet immédiat amovible, évidemment. On a utilisé un peu de ROG, un peu ci, un peu là. Quelques mois après, on retrouve une masse osseuse qui est ce qu'elle est, mais bon, allez, c'est pas si mal que ça. On y retourne. En y retournant, donc secteur 1, je peux mettre un implant incliné, un implant droit axial conventionnel. Et de l'autre côté, je pose un implant zygomatique et un implant droit conventionnel. Donc, bon, la technique, hein, on y reviendra vraiment le 26, mais vous voyez que il y a toujours cet abord, on décolle la membrane, et puis après, on fait notre slot et on pose notre implant. On fait notre forage et on pose notre implant. Voilà donc les implants conventionnels. On fait une mise en charge immédiate à l'époque, donc pas de numérique. On faisait encore un protocole standard, pour en parler si vous voulez. Bim bam boum, on remet cette prothèse transvissée et la patiente repart à la maison, à peu près rassurée, à peu près contente. C'est une patiente qui fait la gueule, hein. Elle a fait la gueule du début jusqu'à la fin. Donc bon, de toute façon, elle était abonnée au tirage de gueule. Donc voilà. Et au contrôle suivant, ben voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Mon implant incliné en 15, ben je le perds. Et bien là, pareil, on change direct. La patiente, vous allez voir à la fin de la con, vous allez comprendre ce que je veux dire, ce dont je parlais, est casse-couille. Donc en fait, immédiatement et dans la séance, sous anesthésie locale, on va lui mettre un zigot. Voilà, on fait ça immédiatement lors de la dépose pour refaire une mise en charge immédiate, pour pas la bousculer parce qu'elle est extrêmement stressée. Et là, on a repère de l'implant. Si j'avais pas de solution tout de suite, je savais que j'allais plus qu'au clash. Donc, on a fait ça dans la séance et on a remis un zigot qui nous a permis de faire une mise en charge immédiate. J'ai repris l'empreinte. Quelques heures après, le prothésiste nous a ramené un provisoire. Euh, on peut même à usiner, et roule pompon. C'était reparti. J'ai mis un peu, je crois, de compo sous les trucs pour aller faire un peu des papilles. Bon, bref, donc, ça sert à rien. Vous voyez là au contrôle, on est comme ça. Donc, on a gagné la partie malgré tous ces échecs, ces déboires. La prothèse provisoire là au contrôle. Et elle est repartie non, elle n'est pas repartie chez le correspondant, mais elle a porté plainte. En fait, après le provisoire, j'ai plus pris trop de photos parce que là, c'était tendu entre elle et moi. Je lui ai, à savoir que mon niveau, on va parler pognon parce que c'est ça qui a été problématique avec la patiente, pour elle du moins. Je lui ai fait payer le All on Four au départ et après plus rien. C'est-à-dire que tout ce qui a été des postes d'implant, rien, évidemment. ROG, rien. Provisoire amovible, rien. Pose des nouveaux implants, rien. Pose du zigot, rien. Pose du nouveau zigot, rien. Et les bridges provisoires qui ont suivi, rien. D'accord? Donc, j'ai rien refait payer. Et est arrivé le définitif. Je lui ai fait une très belle zircone et je lui ai fait payer prix prothésiste. Mon prothésiste, moi, me demande 3000 balles pour une zircone en mode cutback bon, c'est pas un full zircone, hein, c'est un zircone travaillé. Et donc, je lui ai fait payer les 3000 balles du prothésiste. Elle m'a fait le chèque, elle est partie. Et quelques semaines après, j'ai reçu une lettre de son avocat. Voilà, ambiance, j'étais très content. Depuis, on est passé devant les experts, etc., qui ont débouté et qui m'ont donné raison. Donc, voilà. Donc, voilà, donc vous voyez qu'effectivement, c'est l'utilisation de ces implants zygomatiques, je trouve que dans ces solutions-là, dans ces problématiques-là, peuvent être intéressants. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de patients qui vont arriver, qui vont être implantés, peut-être même un peu jeunes, très bien implantés, hein, c'est pas le souci particulier, hein. Je veux dire, là, vous avez vu, c'est des implants, il y a certains que j'ai mis, il y en a certains que j'ai pas mis. Enfin, il n'y a que le dernier que j'ai mis. Mais ça arrive, je veux dire, de toute façon, de perdre des clous, ça va nous arriver, ça va arriver à nos patients. Et effectivement, sur des pertes osseuses très avancées, bah, des fois, de leur proposer des solutions avec des remises en charge immédiates, ça peut être intéressant. Le post-opératoire, je pense qu'on en parlera un peu plus le 26. Bon, l'ordonnance n'a rien d'extraordinaire. Ludo, je ne sais pas ce que toi tu fais, mais bon, de toute façon, ce n'est pas des choses très particulières à avoir en post-opératoire, je pense. Les complications, pareil, on en parlera. La plus fréquente, c'est de toute façon les sinusites qui sont plutôt aiguës, qu'on gère avec une antibiothérapie simple, rarement en devant y retourner des curages sinusiens. On peut avoir des communications muco-sinusiennes à la sortie de l'implant, et c'est pour ça que je vous parlais de vraiment
l'importance de garder au maximum cet os-là et de le pérenniser au maximum pour éviter, et de surtout pas ovaliser aussi lors de la pose de nos zigots pour éviter ces communications mucosinusiennes. Les fractures d'implant zygomatique, ça arrive. Je n'ai pas encore eu de cas, mais je sais que ça va m'arriver un jour ou l'autre. Bon, après, c'est toujours pareil. Pénétration de l'implant dans la cavité orbitaire, je veux dire, oui, c'est sûr. C'est comme si vous mettez un implant mandibulaire et que vous chopez le NAI. Oui, ça peut arriver, ça ne doit pas arriver. Donc après, à un moment donné, je pense que si on fait les choses un peu euh, sérieusement, ça, voilà, ça ne devrait pas trop arriver. Paresthésie, ça par contre, vous en voyez beaucoup pendant quelques semaines. On y reviendra à tout ça de toute façon. Ouais, c'était une photo que j'avais trouvée dans dans un article sur PubMed. J'ai trouvé ça parlant. Il faut le faire quand même, hein, là, il faut y aller, hein. De toute façon, dans ces cas-là, vous posez l'implant zygomatique à l'aveugle. Enfin, à l'aveugle. À l'aveugle du patient, du coup. C'est le patient qui devient aveugle. Non, mais voilà, clairement, c'est pas normal d'arriver à ça. Évidemment, il faut avoir ouais, des mentors pour poser des implants zygomatiques, mais surtout, il faut avoir une super équipe. Et ça, c'est important, voilà, quitte à ce que peut-être le 26, si vous avez vos assistantes chéries qui sont, voilà, qui aiment la chire aussi et qui veulent venir avec vous, je pense que c'est extrêmement important. Et voilà, bon, je vous remercie aussi, Sostern Implant, de nous permettre tout ça et de nous exprimer. C'est bien chouette. Vous m'entendez? Merci Mathieu Ouais, pour alors là. ce bel exposé aussi et voilà ton partage d'expérience. Alors, c'est toujours une approche un petit peu voilà, différente, mais et je trouve ça intéressant aussi de montrer les échecs qu'on peut avoir parce que effectivement, c'est des concepts de chirurgie quand même avancés avec des patients particuliers et spécifiques où ça se passe pas toujours très bien et c'est de se dire qu'effectivement, il y a quand même toujours une solution qui peut être envisagée et c'est ça aussi qu'on veut transmettre lors des formations, c'est un partage d'expérience dans les bonnes comme dans les mauvaises situations pour voilà, pouvoir se lancer en toute sécurité et comme tu le dis avec un compagnonnage sur ce type de réhabilitation. Je crois que c'est très clairement, c'est pas en faisant une formation d'une journée qu'on peut se lancer sur les zygomatiques. Il faut voilà, aller voir tous voilà, les confrères qui travaillent avec nous ou pas qu'avec nous, hein, travailler, voilà, se faire accompagner sur ces premiers cas pour être plus serein et surtout rendre le sourire à tous les patients. Alors, j'ai pas de questions concernant vos présentations, donc je pense que ça a été assez clair. Ah non, j'ai une question de docteur Malthieu. Ah, euh, pourquoi le docteur Mathieu a des fils sur des AirPods? Ah, mais ça, c'était pas une question en lien. Pardon, Tu sais, excusez-moi. dans le sud, on a des problèmes d'argent, nous. On n'est pas comme vous dans le nord. Bon, voilà, c'était la seule question technique de la soirée. Mais il fallait que je la dise, sinon je sais qu'il allait m'engueuler. Merci Moi, j'ai une encore pour question. votre... Pardon? Moi, j'ai une question. Oui, Vous m'entendez? très bien. Ouais, Oui. Mais c'est parce que j'ai vu, je crois que c'est le deuxième cas clinique ou peut-être le troisième, où Mathieu, tu avais posé les implants zygomatiques, j'ai l'impression, hein, dans le même temps que les extractions. Est-ce que tu as beaucoup de recul là-dessus? Moi, je n'ose pas trop poser des implants zygomatiques le jour des extractions. Je préfère que les tissus cicatrisent avant de poser mes zygots. ouais. Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que ouais, je suis parti sur les IGO exactement comme je partais sur le All-on-4, c'est-à-dire avec des extractions, autant d'implants que de dents et de mettre les IGO directement. Alors, pour l'instant, j'ai jamais eu d'échec suite à ça. Mais maintenant, j'essaye de faire les déposes et les extractions un petit peu avant, style 4 semaines avant un mois avant, on va dire, parce qu'il y a pas mal de papiers qui sont sortis, de biblios qui sont sortis, où il y a un taux d'échec plus important sur les IGO, hein, c'est ça qui est rigolo, sur les IGO, Mm. lorsque les extractions ou les déposes d'implants sont faits le même jour.
Donc depuis que j'ai lu ça, je peux pas fermer les yeux et faire comme si j'avais pas lu. Donc du coup, voilà, effectivement, je vais être plus enclin à faire ce nettoyage un peu avant. Très bien. Ça rejoint un peu ce que je pense. Et ouais, 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 tout à fait. Ok, Bon, bah, plus de bon, ben, questions, les enfants. je vois pas d'autres questions. Alors, je vais vous remercier pour votre implication sur le sujet de ce soir, en espérant que voilà, ça aura pu répondre à certaines questions que se posaient les participants, que ça leur donnera aussi envie de venir nous rejoindre le 26 septembre. Et voilà, on aura le plaisir de voilà, partager davantage de détails tout au long de cette journée qui est toujours riche et très instructive, que ce soit sur la partie théorique ou sur la partie des travaux pratiques, où on arrive à glaner quand même des informations toujours plus pertinentes que lors d'un webinar qui dure 1 heure. Messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité. On se dit à très bientôt. Et si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite un excellent été. Je ne sais pas si d'ici là, vous entendez les cigales qui sont derrière moi, mais il fait encore très chaud dans le sud de la France. Et donc, voilà, je vous souhaite une excellente et une belle soirée. À très bientôt. À Merci bientôt. Manu, Merci à bientôt. Manu. Merci Ciao à tous. Mathieu. Ciao, ciao. À Merci bientôt. Ludo. Salut. Salut.